Donc Apple a sorti le nouveau MacBook Pro M3 il y a quelques mois. Et je sais, vous allez me dire, ils mettent à niveau leur puce M1 chaque année maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment une mise à niveau? Est-il vraiment bon? Regardons ça. Donc les nouveaux MacBook Pro ont maintenant la puce M3, M3 Pro et M3 Max. J'ai pu les tester pendant quelques mois et nous avons quelques détails assez intéressants à déballer. Tout d'abord, parlons du design. Le M3 Pro et le M3 Max sont disponibles dans une nouvelle couleur, le Space Black, qui est ma couleur préférée. Malheureusement, si comme moi vous avez acheté ou si vous planifiez d'acheter le MacBook Pro M3 modèle de base, vous n'aurez pas accès à cette couleur-là. En ce qui concerne l'apparence générale, la différence avec les modèles précédents, les M2, sont subtiles. Si vous les mettez côte à côte, c'est très difficile de faire la différence entre un M2 et un M3. Cependant, sous le capot, il y a quelques changements par rapport au modèle précédent. Tout d'abord, on note la présence de deux ventilos au lieu d'un seul pour les modèles M3 Pro et M3 Max, ce qui va permettre de déchaîner leur puissance. Aussi, la présence de deux chips de mémoire, ainsi que le débridage du SSD sur tous les modèles du Pro M3. Et d'ailleurs, en parlant du SSD, Apple garde la même stratégie de surévaluation des boosts de mémoire et de SSD. Vous pouvez toujours partir sur un modèle de base, mais si vous voulez upgrader la mémoire ou le SSD, ça va vous coûter bonbon. D'ailleurs, ce que je trouve un peu révoltant, c'est que même en 2024, Apple continue de proposer des MacBook Pro avec des modèles de base qui partent à 8 Go de mémoire. Personnellement, je trouve que pour des utilisateurs de MacBook Pro, leur proposer 16 Go de mémoire de base, ça serait quand même le minimum. Parce que c'est un public qui a tendance à utiliser des applications assez gourmandes, telles que Photoshop, telles que Lightroom, telles que Final Cut Pro, ainsi que plusieurs logiciels de programmation, de rendu 3D, et 16 Go, ça semble quand même être le minimum. Pareil pour les modèles de MacBook Air proposés encore à 216 Go de SSD de départ. Je pense qu'Apple devrait passer à 512 Go d'espace, surtout qu'avec leur mise à jour récurrente, les 216 Go ne durent pas très longtemps. Par contre, l'écran est pas mal. On est toujours sur un écran Liquid Retina XDR. On adore cet écran. En plus, il a été boosté un petit peu. On passe à 600 nits de maximum de luminosité. C'est quand même 20% par rapport au précédent qui était à 500 nits. D'accord. Maintenant, la partie intéressante, le gaming. Apple semble faire des progrès dans le domaine du jeu vidéo. Ils ont introduit des technologies telles que le mesh sharing ou le ray tracing pour des performances graphiques améliorées. Ils ont introduit un nouveau mode qui s'appelle le gaming mode qui permet d'optimiser la distribution de la mémoire. Et vous savez quoi? Maintenant, ils permettent le support en natif des manettes Xbox et PS5. Parce qu'Apple a tout compris, pour les joueurs PC qui sont habitués à utiliser des claviers souris, ils ne rêvent que de basculer sur manette. Encore une fois, bien joué Apple. Ils ont mis en avant quelques jeux, notamment le jeu Lies of P. Vous connaissez Lies of P, n'est-ce pas? Si vous suivez n'importe quel YouTuber tech, espérant moi, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner, vous avez sûrement vu une revue ou un test du jeu Lies of P. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un des rares jeux AAA qui est nativement compatible avec la plateforme macOS et qui tourne très bien dessus. Malheureusement, tous les jeux compétitifs, on parle notamment de Call of Duty, Fortnite, League of Legends, ne sont pas compatibles nativement sur Mac, donc soit ils ne tournent pas du tout, soit ils tournent mais avec des performances vraiment dégradées. Les développeurs ne produisent tout simplement pas de jeux pour la communauté Mac et c'est parce qu'elle n'est pas assez grande tout simplement. 20% de la communauté mondiale utilise un Mac et seule une petite partie d'entre elles a un MacBook assez puissant pour faire tourner ces jeux. Donc c'est une raison valable pour les éditeurs de logiciels de ne pas investir énormément de ressources sur la plateforme macOS. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour le gaming sur Mac? Je pense que oui. La seule façon de le faire, c'est qu'Apple continue à pousser les éditeurs de logiciels pour développer des jeux AAA sur la plateforme macOS. Et je pense qu'Apple a les moyens de le faire et je pense qu'elle a déjà prévu de le faire, de continuer de le faire, notamment parce qu'elle est déjà très bien incrustée dans le milieu du jeu. Juste pour rappel, Apple est déjà classé 3e mondial dans le classement des plateformes de jeux vidéo, juste après un géant tel que Sony et avant un géant tel que Microsoft. Tout ça grâce à sa plateforme de jeux mobile. Après, si vous considérez le gaming mobile du gaming ou pas,
Je vous laisse en juger. Ok, continuons de creuser encore un peu. Au niveau de la performance, la puce M3 est gravée en 3 nanomètres, ce qui promet de meilleures performances par rapport à la puce M2 gravée en 5 nanomètres. Mais il y a un petit twist. TSMC, le fabricant des puces M3, travaille sur une nouvelle version en 3 nanomètres qui va consommer 30% d'énergie en moins. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les autres constructeurs n'ont pas encore migré leur processeur sur 3 nanomètres, c'est qu'ils attendent tout simplement une version plus améliorée. Je pense qu'Apple, pour un aspect un peu marketing, a utilisé très tôt la gravure en 3 nanomètres, sinon il n'aurait rien eu à rapporter de neuf par rapport au modèle M2. Et d'ailleurs, au niveau des gains de performance entre la puce M3 Pro et la puce M2 Pro, la différence de performance n'est pas vraiment flagrante. On est quasiment sur des performances assez similaires et ce qui est encore plus choquant, c'est que les performances du M3 Pro sont aussi assez similaires des performances du M1 Pro. Et pour le coup, c'est assez décevant pour les personnes qui s'attendaient à un saut de performance assez significatif. En conclusion, le MacBook Pro M3 est une bonne machine, comme tous ses prédécesseurs. La promesse de gaming avancée est très séduisante, mais le manque de jeux compatibles sur la plateforme est un très gros point négatif. Et acheter une machine aussi chère pour une promesse de jeux qui vont venir ou pas dans le futur, je trouve que ce n'est pas vraiment très sage. Si vous envisagez un MacBook Pro, considérez l'avantage financier de partir sur un M1 Pro d'occasion, surtout que les prix en ce moment avec la sortie du M3 sont encore plus intéressants. Si vous avez déjà un M1 Pro, passer du M1 Pro vers le M3 Pro ne vous apporterait vraiment pas grand chose et ce ne serait pas vraiment très judicieux à faire. Voilà pour mon retour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.